Voilà, je viens de lancer l'enregistrement. On va alors pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous et merci en tout cas à vous qui avez fait l'effort de vous connecter malgré les difficultés que j'ai pu comprendre de connexion euh, dues à la situation numérique du pays. Euh, Je vais rappeler, comme la slide le présente déjà de manière visuelle, la thématique de ce séminaire. Ce séminaire qui, je le rappelle, est un séminaire qui a été demandé par l'ASBL, les visionnaires de Butembo, du Nord Kivu, de la République démocratique du Congo, pardon. L'ASBL, les visionnaires, c'est cet ASBL qui est responsable de cette formation, des enregistrements pour les participants, de l'envoi de toutes les notes, syllabus et autres informations en lien avec ce séminaire. Donc, c'est cet ASBL qui a sollicité ma participation à ce séminaire en me demandant de pouvoir animer ce séminaire pour les jeunes désireux d'apprendre, de comprendre les facteurs qui influencent la guerre ou la paix en République démocratique du Congo, car pour la plupart de ces jeunes, nombreux sont nés, en tout cas, si ce n'est pas la majorité, nombreux sont nés euh, en plein conflit pendant le conflit qui a touché, embrasé notre pays, la RDC, donc le Congo-Zaïre, en 1996. Avant de débuter cette séance de formation, je constate qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu prendre part à la première séance. Et pour ces personnes-là, comme je le montre ici en visuel, je vous inviterai à consulter sur le compte YouTube, mon compte professionnel YouTube, Mbui Elonga, de consulter le lien YouTube qui reprend l'intégralité de la première séance de cette formation, ce qui vous permettra notamment de comprendre les objectifs et les motivations de cette formation, de ce séminaire qui a débuté d'ailleurs fin du mois de juin et qui prendra fin du mois de décembre, comme annoncé lors de cette séance. Donc, il est important de prendre connaissance de cette première séance qui a eu lieu le 20 juin 2021 afin de comprendre notamment la méthodologie qui sera poursuivie tout au long de cette formation et les résultats attendus, évidemment, en fin de parcours. Pour aujourd'hui, je ne vais donc pas revenir sur la première séance. Je vais rapidement rappeler quelques modalités pratiques. Ces modalités sont les mêmes, resteront les mêmes jusqu'à la fin de ce séminaire. Donc, le séminaire se déroule sur la plateforme Zoom. Un lien est diffusé via le groupe Facebook du séminaire. Un groupe Facebook du séminaire existe. Il suffit de taper, de rechercher ce groupe via Facebook en introduisant les mots-clés séminaire virtuel, les déterminants de la guerre et de la paix en République démocratique du Congo, et vous allez pouvoir demander un accès à ce groupe qui est privé afin de rejoindre le groupe Facebook et rester informé des modalités, des changements, des adaptations s'il y a. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, veuillez notifier, vous faire enregistrer auprès de l'ASBL des visionnaires. Monsieur Moïse, qui est là, est un des coordinateurs de l'ASBL des visionnaires. Je ne sais pas si Monsieur Moïse, vous voulez prendre la parole pour expliquer plus ou moins comment les personnes peuvent faire pour s'enregistrer, parce que c'est très important de se faire enregistrer pour ne pas manquer justement les informations utiles, les changements d'agenda, si changement il y a. Voilà, je passe la parole à Moïse pour qu'il puisse nous donner quelques explications relatives à l'enregistrement aux inscriptions. Ok, merci beaucoup encore pour la parole. Nous tenons d'abord à vous remercier, maman, notre chère maman, et beaucoup plus pour avoir beaucoup plus passé en nous la jeunesse pour nous donner cette formation
et pour que nous puissions comprendre les enjeux liés à la paix et à la guerre dans notre cher beau pays. Donc, nous aimerions que la paix puisse être vraiment une réalité. Concernant l'enregistrement, tout, tout le monde qui veut participer, donc qui va apprécier le thème, notre organisation a fait 2 sites d'enregistrement. Vous vous enregistrez soit via notre compte mail, vous envoyez une lettre de demande de participation à la formation, déjà toute la formation de juillet à décembre. Vous envoyez une lettre sur l'adresse mail de notre organisation. Soit si vous ne nous contactez pas par les mails, vous pouvez nous contacter par notre adresse WhatsApp, donc le numéro WhatsApp de la directrice générale qui est moi-même, je tiens la communication. Et vous avez aussi une lettre de confirmation de participation à la formation, durant toutes les séances de la formation. Soit vous pouvez choisir une durée de participation. Comme la formation va de juillet à décembre, nous sommes en train de demander aux gens qui vont s'enregistrer de faire un bon enregistrement. Vous allez participer donc à toute la période de la formation. Comme c'est 2 dimanches par mois, le 2e et le 3e dimanche du mois. À part donc ça, et nous demandons de demander à la personne de nous envoyer son adresse mail et son numéro WhatsApp pour que nous puissions chaque fois nous envoyer des annonces de la formation et 24 heures avant sur le mail ainsi que 48 heures avant sur WhatsApp. Et si WhatsApp, nous pouvons le suivre même quelques heures avant la formation pour chaque fois lui rappeler. Peut être là des programmes un peu là difficiles. Il suffit seul de faire un petit rappel pour que la personne puisse savoir que c'est l'heure de la formation. Donc, ce sont là les conditions que nous sommes en train de demander. Et importe les pays d'origine, quoi, vous pouvez être au Congo, soit ailleurs, soit vous pouvez être même de la, donc congolais, soit vous ne pouvez pas être congolais. Tout le monde peut participer pour comprendre les déterminants de la paix, de la guerre dans notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Oui, oui, merci Moïse pour cette explication. Nous allons donc poursuivre. Je viens de mettre ici à l'écran, comme vous pouvez le voir, un petit rappel de l'agenda. Et l'agenda reprend évidemment les chapitres qui seront abordés. Ici, on débute l'introduction générale aujourd'hui du chapitre 1, qui est un chapitre très théorique. Mais avant de rentrer dans la théorie même, nous allons tout d'abord faire un bref résumé historique qui vous permettra de saisir le contexte et les enjeux de la guerre qui a embrasé la République démocratique du Congo en 1996. Ça, c'est donc l'agenda. Voilà un petit rappel pour ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas. Je réponds au nom de Mbui Elonga. Je suis diplômée de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, basée en Belgique. Je détiens donc un master, la version francophone, un master, une licence. Donc, je suis maître en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales, diplomatie et résolution de conflits. Et aujourd'hui, j'exerce, entre autres, la profession de géopoliticienne pour la région des Grands Lacs, notre sous-région des Grands Lacs. Voilà. Je vais arrêter le partage de l'écran quelques secondes avant de reprendre pour vous présenter quelques livres, quelques références, en tout cas bibliographiques, qui m'ont permis d'élaborer cette formation. Il y a plusieurs livres, mais en tout cas, je vous présente l'essentiel. Puisqu'on parle de guerre, on parle de sécurité, on parle de paix, donc je me suis basée sur ce livre-ci de théorie de la sécurité, les approches critiques, un livre dont l'auteur est Thierry Balzac, un auteur très connu en géopolitique, sciences politiques. C'est un des principaux livres que j'ai utilisés pour la rédaction de ce séminaire. Il y a aussi le livre, évidemment, de
de Charles-Philippe David, La guerre et la paix, les approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie. Donc, vous l'aurez compris, comme ce séminaire s'intitule « Les déterminants de la guerre et de la paix dans un pays ou en République démocratique du Congo ». Donc, ce sont ces livres-là, ces livres qui abordent la science de la guerre, les sciences politiques et les questions de géopolitique, les enjeux sécuritaires. Donc, ces livres m'ont aidé à élaborer ce séminaire et le syllabus que vous allez recevoir normalement en fin de parcours. Ça, c'est juste un livre complémentaire que je conseille également aussi, qui est en lien, évidemment, avec, en lien partiel en tout cas, avec notre thématique. C'est un livre de Dominique de Villepin, un homme acteur politique de la scène politique française. Son livre s'intitule « Mémoire de paix pour temps de guerre ». C'est un livre très intéressant et très enrichissant qui m'a permis aussi de nourrir ma réflexion, la réflexion que je veux vous partager tout au long de ce séminaire. Et il y a plein d'autres livres, évidemment, que j'ai pu utiliser, mais nous n'allons pas tous les visualiser aujourd'hui. Il se peut que tout au long du séminaire, que je vous fasse visualiser, révisualiser ces livres en question un à un. Voilà. Donc, comme on l'a dit, le séminaire s'intitule « Les déterminants de la guerre et de la paix au Congo-Zaïre ». Je vais débuter avec une introduction générale. Ah oui, je voulais rappeler, avant de clôturer la partie pratique la partie sur les modalités pratiques, rappeler qu'en fin de parcours, tous les participants seront brevetés. Donc, vous allez recevoir un certificat qui confirme que vous avez bien suivi ce séminaire et que vous avez saisi, en tout cas, vous avez pu répondre, satisfaire aux exigences ou aux résultats attendus à la fin de ce séminaire. Et pour évaluer en tout cas votre niveau de compréhension de ce séminaire, un travail de réflexion, un travail écrit vous sera demandé, où vous devrez être en mesure de mobiliser toute la théorie que nous allons voir tout au long de ce séminaire et démontrer sur ce travail écrit votre capacité d'argumentation, votre capacité à argumenter. Donc, le travail écrit, pour illustrer, consistera en quoi exactement? Ce travail écrit que je vous demanderai pour la mi-septembre, parce que d'aujourd'hui jusqu'à la mi-septembre, nous allons approfondir toute la théorie en lien avec la guerre et la paix en sciences politiques, sciences de la psychologie sociale, administrative, la politique étrangère. Et je ne peux pas vous donner évidemment ces questions maintenant parce que ça n'aura pas de sens de vous donner ces questions aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore vu la théorie. Vous allez, cela va vous distraire pour rien. Donc, je vais vous donner ces questions pour mi-septembre et ce travail sera à remettre 1 mois et demi après. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que j'attendrai de vous dans votre travail écrit, un travail écrit de 7 pages maximum, bibliographie exclue et notes de bas de page incluses. Dans ce travail-là, je vous demanderai, je vous mettrai en situation de jeu de rôle, c'est-à-dire vous devriez, parce qu'ici on parle du Congo, de la République démocratique du Congo. Dans tout ce qui concerne la guerre du Congo, il y a des acteurs externes au Congo, des acteurs qui ne sont pas congolais, donc des pays, des États interétatiques qui ont agressé ou qui ont participé à la guerre contre le Congo-Zaïre, aux côtés du Congo-Zaïre, etc. Donc, je vous demanderai, parmi les acteurs qui ont participé à la guerre contre ou pour le Congo-Zaïre, de jouer de rentrer dans la peau d'un de ces acteurs-là. Par exemple, je donnerai à un groupe ou à une personne qui aura choisi une des questions pertinentes de jouer le rôle du dirigeant ougandais ou du dirigeant sud-africain, des dirigeants qui ont participé à la guerre contre le Congo-Zaïre
et donc de vous mettre dans la peau d'un Ougandais ou d'un Sud-Africain ou d'un Rwandais et de vous mettre à leur place et donc de justifier leur motivation. Pourquoi et quels étaient leurs intérêts? Pourquoi ont-ils eu intérêt à attaquer, à agresser le Congo? Quels étaient les intérêts économiques ou culturels ou géographiques ou historiques revendiqués par eux lors de cette guerre qui a embrasé le Congo-Zaïre? Vous devrez alors argumenter et donc sortir de la peau du Congolais que vous êtes pour rentrer dans la peau de la partie adverse, donc jouer un peu ce qu'on appelle en relations internationales le rôle de devil advocacy, donc l'avocat du diable, pour défendre la position de l'agresseur, de l'adversaire, et de l'autre côté, d'autres personnes auront le devoir de rester dans la peau du Congolais et de justifier, c'est-à-dire en tant que dans la position de l'accusateur, de dire pourquoi l'agression contre le Congo-Zaïre était-il un crime contre l'humanité, néfaste, était-il contre le droit international et autres. Donc, être dans la position d'accusateur. Ça, c'est l'autre jeu de rôle. Je vois que quelqu'un a levé la main. Oui, Moïse, je t'en prie, tu peux poser ta question. Oui, donc ce n'est pas juste c'est juste une suggestion. J'aimerais savoir si, du moins, comme la connexion dérange toujours ici, si on peut ne pas aller jusqu'à 19h, plutôt on peut aller jusqu'à 18h30, si ça peut nous arranger, pourvu que maintenant, une box va faire les réaménagements du temps, parce qu'à l'est de la pluie, actuellement, c'est la période pluvieuse et quand il fait des pluies, la soirée, ça ne marche pas toujours. Donc, nous serons obligés de reculer les temps. Au lieu de 17h, peut-être on va reculer parce que des fois, la journée, la connexion est bonne, mais le soir, ça ne marche pas. Et trop tard la nuit, ça marche. On va voir quel temps prendre, soit trop tard la nuit, soit. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais savoir si on peut ne pas aller jusqu'à 19h, on peut aller jusqu'à 18h30 ou 45, car vers 19h, ça ne va plus marcher maintenant. Ok, pas de souci pour moi. Il n'y a pas de problème. Je poursuivrai à la séance prochaine. Oui, oui. Merci pour Donc, votre là, oui, ok. Nous pouvons continuer jusqu'à vers 18h30 ou 18h45. Ça, c'est encore mieux. Ok, parfait. Pas de souci pour moi. Merci en tout cas, Moïse. Voilà, je poursuis donc. Donc, une question pertinente sera fournie, donnée au groupe ou aux personnes qui prendront part aux épreuves. Ça, c'est concernant la modalité, en tout cas les modalités d'évaluation, afin de pouvoir recevoir le certificat en fin de parcours. Tout ça, je répéterai toutes ces modalités mi-septembre quand je vais publier en tout cas les questions pertinentes pour le travail à fournir. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et on va débuter avec une petite introduction générale de notre thématique au sujet de la guerre qui embrasa le Congo-Zaïre en 1998. Donc, aborder la problématique de la guerre et de la paix et ouvrir le débat sur les causes de la guerre et les facteurs qui influencent la paix, plutôt les facteurs qui favorisent la paix, cela revient à nous poser cette éternelle question qui hante l'humanité depuis le début. Et cette fameuse interrogation est la suivante. Pourquoi les hommes se font-ils la guerre? C'est cette question qui hante l'humanité depuis des millénaires. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, on peut se poser la question à savoir pourquoi le Congo n'est-il pas en paix? Pourquoi au Congo, les enfants sont-ils devenus des soldats, des enfants soldats? Pourquoi le viol est-il devenu une arme de guerre en République démocratique du Congo? Pourquoi la RDC attise-t-elle toujours les convoitises de son environnement
Et partant de cette question, suscite-t-elle des alliances belligènes, conflictuelles? Cette notion de belligène veut dire conflictuel, belli, donc bellum, vous avez le composé belli, bellum du latin guerre, et le suffixe gène du grec qui veut dire générer. Donc belligène, et c'est un composé de deux mots, belli et gène, qui veut dire générer la guerre. Donc des alliances belligènes qui génèrent des guerres constamment. Ça, ce sont les questions qu'on peut se poser par rapport à la RDC et à la question ultime qui hante l'humanité depuis des millénaires. Pourquoi les hommes se font-ils constamment la guerre et pourquoi la RDC n'est-il pas en paix? Et à ces difficiles questions et à ces questions douloureuses, ce séminaire tentera de répondre. Du moins, nous allons tenter de vous donner des pistes de compréhension, des clés de compréhension qui vous permettront de faire votre propre analyse. Nous allons scientifiquement tenter d'élucider les déterminants de la paix et de la guerre au Congo-Zaïre. Pourquoi on utilise ici dans ce séminaire la notion de Congo-Zaïre? Parce que le Congo, l'appellation Congo et Zaïre sont les deux grandes époques importantes de l'histoire de notre pays. C'est pour ça qu'on préfère, certains théoriciens, scientifiques, académiciens préfèrent rejoindre les deux appellations, Congo et Zaïre, en tout cas pour donner de l'importance à toute l'histoire de ce pays, et le Zaïre étant une part importante de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est pour ça qu'on va utiliser fréquemment la notion de Congo-Zaïre ici. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ok. Parfait. Généralement, il existe 3 explications habituelles qui sont fournies pour expliquer ce qu'on appelle traditionnellement le malheur congolais. Et la première des explications pour expliquer et justifier le malheur de Congolais serait due à la construction étatique artificielle héritée de la colonisation. Autrement dit, une des causes du malheur congolais, sous-entendu ici, serait la colonisation et les frontières imposées par les Européens à l'Afrique, qui a fait de ce Congo un pays trop grand et donc trop difficile impossible à gouverner. Ça, c'est une des causes habituelles et traditionnelles qui sont avancées pour justifier pourquoi le Congo persiste-t-il constamment dans le malheur. Ça, c'est la première des explications que les gens fournissent. Nous allons vérifier si ces explications, ces 3 explications tiennent-elles toujours la route. Pour ma part, elles ne suffisent pas à tout expliquer, mais elles restent quand même valables. Mais il y a d'autres explications, pour moi, beaucoup plus pertinentes qui se rajoutent. Donc, la deuxième explication, la deuxième cause qu'on entend souvent dans le monde des académiciens, des théoriciens, des scientifiques, pour justifier le malheur du Congo, le malheur congolais, comme on dit, serait que il y a trop de tensions, comme vous pouvez le voir ici sur la deuxième photo. Le Congo aurait trop de tensions centrifuges, trop de diversité identitaire, d'ethnie qui seraient alors incompatibles, d'après en tout cas les explications qui sont données. Nos différentes ethnies en trop grand nombre, plus de 250 ethnies, seraient incompatibles, ne pourraient pas vivre ensemble, d'où les tensions à répétition, ce qui rend ce pays, ce qui est une des causes qui rendrait ce pays ingouvernable et qui maintiendrait ce pays dans le cycle du malheur. Voilà, ça c'est la deuxième explication. La troisième explication qui est habituellement fournie, c'est celle que vous voyez ici à l'écran, c'est celle qui sous-entend que le malheur du Congo est également dû à à ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles que regorge la République démocratique du Congo. Et en conséquence, ces abondantes ressources richesses susciteraient des appétences régionales et internationales. Donc, pour résumer, le Congo serait trop grand, trop riche,
et avec trop de diversité ethnique, ce qui serait, en tout cas d'après certains théoriciens, un cocktail explosif, d'où la malédiction du Congo, comme on entend souvent parler. Oui, Moïse, vous avez une question? J'ai une question par rapport déjà à notre introduction. Merci beaucoup d'abord. Et je vois en train de comprendre. Ma question voudrait venir d'abord sur la diversité culturelle de notre pays. Moi, je vois, je me dis souvent que notre diversité culturelle, c'est notre richesse d'abord. Et tout à Ça fait. peut être un malheur quand nous ne parvenons pas à gérer notre diversité culturelle. Parce que moi, je dis que notre pays, c'est un pays continent à cause de notre diversité culturelle. Nous ne sommes pas comme d'autres pays qui ont peut-être deux ethnies ou seulement une seule, mais nous, nous en avons beaucoup. Pour moi, c'est une richesse, mais je me demande comment vous citez ça parmi... je me demande pourquoi vous avez classé ça parmi les malheurs du Congolais. Mais je m'intéresse sur... donc, vous allez parler de la traduction de notre pays. Ici, c'est un pays grand, traditionnellement difficile, ou bien impossible à gouverner. Et moi, je vois la Russie des gens, la Chine. Et ça, c'est des pays qui sont grands, mais qui sont aussi faciles à gouverner. Je ne sais pas si vous dire, Voilà, ils, je vais... ils sont compétents qu'il faut pour réussir à gouverner ces pays-là, même si traditionnellement, c'était presque impossible. Exactement. Troisièmement, je vois aussi nos ressources naturelles. Nous parlons des scandales géologiques, mais c'est une grande richesse. Si vraiment on était capable de les exploiter, je pense que nous allons égaliser la Chine ou les États-Unis dans les futurs proches. Mais quand on classe ça parmi les malheurs du Congolais, moi je peux dire que c'est parmi les choses qui vont nous amener la joie peut-être du Congolais. Mais alors, maman, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez classé ces trois, surtout la diversité et nos ressources naturelles parmi les malheurs du Congolais. Voilà, je te remercie, Moïse, pour ta question pertinente. En effet, c'est pas moi qui ai choisi de classer la diversité ethnique ou encore les richesses du Congo parmi les causes du malheur du Congo. En fait, je vous apporte en fait les explications que vous serez peut-être amenés à entendre d'autres théoriciens, d'autres scientifiques, et ce sont ces explications qui reviennent souvent. Donc moi, je vous les expose, comme ça, vous savez que ces explications existent. Et vous aurez alors à la fin les clés pour les confirmer ou les infirmer, c'est-à-dire les contredire par la suite. Mais si vous n'êtes pas au courant que ces explications existent, vous n'aurez pas les clés de compréhension ni les instruments pour pouvoir plus tard les déconstruire ou les contredire par des éléments scientifiques, historiques, clairs et indiscutables. Donc, je vous les apporte à titre informatif et non comme étant c'est-à-dire mon analyse personnelle. Et donc, deuxièmement, en effet, comme vous le dites si bien, vous avez parfaitement raison de le souligner, la diversité ethnique du Congo, les identités que compose le Congo n'est absolument pas une faiblesse ni un malheur. Bien au contraire, c'est une richesse. La diversité culturelle, les petites différences ethniques est une richesse, mais il faut aussi savoir qu'en Afrique, les différences ethniques ne sont pas si grandes. Quand on analyse vraiment les ethnies africaines, il y a toujours c'est-à-dire un tronc commun, c'est-à-dire un tronc commun, les racines les branches d'un arbre se regroupent toujours, se rejoignent toujours autour d'un tronc commun. Et c'est ça l'Afrique, c'est ça l'identité africaine, c'est ça les cultures, les ethnies et les tribus africaines. Ces ethnies se regroupent toujours autour d'un tronc commun qui est identique, qu'on soit Nandé, qu'on soit Luba, qu'on soit Moshi, Bashi, qu'on soit Songé, qu'on soit Sakata, peu importe qu'on soit Mongo, qu'on soit du Katanga, peu importe
et même d'autres pays africains. On a tous un tronc commun. Et quand on analyse bien nos ethnies, nos tribus, on retrouve toujours les mêmes symboles. On retrouvera toujours, par exemple, dans la plupart, la peau du léopard comme symbole de la royauté, de la chefferie, qui sont justement des preuves que l'identité africaine en soi n'est pas si différente. Les ethnies, les tribus ne sont pas si différentes. Ce qui divise les hommes ou le Congo, c'est le manque de contrôle de la gestion des appétences, des intérêts, en tout cas des motivations personnelles, individuelles, ou le manque de compréhension de la scène internationale du monde qui fait que nous, citoyens congolais, nos leaders, nos dirigeants n'ont fait qu'échouer et maintenir et malheureusement confirmer ce que les autres appellent le malheur du Congo. Mais en réalité, ce malheur du Congo, ces trois explications peuvent être en tout cas renversées, retournées dans le sens inverse et faire la force du Congo. Les richesses du Congo, comme vous l'avez souligné, les ethnies du Congo peuvent devenir une force pour le Congo si nous prenons conscience que nous avons un tronc commun, si nous prenons conscience qu'en réalité, nous sommes issus de la même ethnie au niveau macro, nous sommes issus de la même ethnie et que les branches de l'arbre ne nous séparent pas du tout, mais embellissent ce tronc commun, tout simplement. Parce que nous tirons notre sève ethnique, notre sève identitaire du même tronc, de la même racine. Et il suffit d'observer l'Afrique pour constater qu'en effet, il y a énormément de similitudes, de similarités qui ne sont pas dues au hasard, des coïncidences, mais qui confirment effectivement que l'identité africaine en soi, en réalité, elle est une et une seule. Voilà. Et en ce qui concerne alors les frontières de l'Afrique, effectivement, il est indiscutable que les frontières de l'Afrique tracées par des acteurs, des étrangers, en tout cas des acteurs européens, ces frontières-là constituent alors un blocage pour la paix en Afrique, mais à nous de savoir gérer ça, de savoir nous organiser, de savoir nous respecter, de savoir faire passer la primauté de notre sécurité à nous collectifs en tant qu'Africains avant les intérêts des acteurs non africains, des acteurs non congolais et de tous ces acteurs de la scène internationale qui, eux, ne continueront, si nous continuons de montrer des signes de faiblesse, de leur côté, ils continueront à profiter. C'est comme ça que le monde fonctionne. On ne doit pas être naïf sur ce sujet-là. Donc, ce que vous avez dit m'amène effectivement à ma prochaine... je suis allée un peu trop loin dans mon slide. Voilà, à mon prochain slide qui moi, en tout cas, de mon point de vue, je vais au-delà des trois explications que les gens donnent traditionnellement. Moi, pour ma part, le malheur du Congo est dû à un autre facteur qui est celui de la responsabilité de nous, citoyens congolais, qui sommes nos dirigeants, qui ont jusqu'ici, et nous aussi en tant que peuple, nous avons jusqu'ici été mal inspirés ou inspirés par le malin, pour faire un jeu de mots, et nos institutions étant constamment défaillantes. Ces deux facteurs, institutions défaillantes et des citoyens mal inspirés, pour moi, sont les premières causes du malheur de notre pays et absolument pas les ethnies du Congo ni les richesses du Congo, mais bien et premièrement la responsabilité de nos dirigeants qui n'ont pas su, qui n'ont pas été à la hauteur jusqu'à présent, qui n'ont pas réussi à relever le défi d'assumer pleinement les fonctions régaliennes d'un pays digne de ce nom, d'un pays digne d'un Congo aussi riche, aussi grand et aussi beau en termes d'ethnie et d'identité. Nos dirigeants n'ont pas été dignes à la hauteur jusqu'à présent, ce qui fait que pour certains
observateurs, le malheur du Congo alors est confirmé et eux s'appuient sur d'autres facteurs que ceux de notre propre responsabilité en tant que citoyens. Mais en tant que citoyens, moi et vous, on doit avoir l'honnêteté de reconnaître que la première responsabilité incombe à nous, Congolais, à nos dirigeants et à nous en tant que peuple. Voilà. Maintenant, je vais rentrer encore un peu plus profond dans le contexte de la guerre qui a embrasé le Congo-Zaïre en 1996. Il y a trois contextes, c'est-à-dire la première photo, la deuxième photo et la troisième photo parlent de trois épisodes qui se sont trois épisodes consécutifs qui ont constitué, en tout cas qui ont déclenché, qui ont été le contexte de la guerre qui a déstabilisé, fait basculer la région des Grands Lacs et notre pays, le Zaïre. Donc, la première des causes qui a fait éclater la guerre, ce contexte est caractérisé à la fois par l'échec de la transition démocratique lancée 6 ans auparavant, donc l'échec de la conférence nationale de 1991 à 1992, qui avait été présidée par le feu Monseigneur Mosengo, le cardinal Mosengo, qui vient de nous quitter aujourd'hui même, le 11 juillet, qui vient de décéder à Paris. C'est lui qui a présidé cette conférence nationale de 1991 à 1992, cette conférence qui avait été accordée, en tout cas dont Mobutu avait permis qu'elle ait lieu pour démocratiser, en vue de démocratiser les institutions et parvenir tout doucement vers une transition pacifique et démocratique. Et la deuxième cause qui a caractérisé, en tout cas qui a provoqué la guerre de 96 est l'afflux des réfugiés et des militaires rwandais qui n'ont pas été désarmés. Les réfugiés et les militaires rwandais qui sont mélangés à ces réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda en 94 ont traversé notre frontière, ont été accueillis au Zaïre à la faveur de l'opération turquoise, à la demande de l'ONU. Cette opération turquoise qui a été organisée par la France à la suite justement des massacres inter-rwandais de 94 entre les Rwandais eux-mêmes, l'intervention militaire opération turquoise sous autorisation onusienne, on la retrouve sur la résolution 929 du 22 juin 1994 du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, après quelques avertissements dans la presse de Kigali et de Kinshasa, dès le mois de mai 1996, les affrontements commencent en août 1996. D'abord, la stratégie d'agression du Rwanda sur le Zaïre est apparue sous la forme d'une révolte de ce qu'on appelle les Banyarwanda, ou autrement dit les Banyamulenge dans le sud du Kivu, avant d'apparaître sous sa véritable forme, celle d'une guerre interétatique, une guerre d'invasion, une guerre d'occupation, savamment menée par un pouvoir rwandais Tutsi qui n'est pas seul. Le pouvoir rwandais Tutsi n'est pas seul, et parmi les acteurs puissants derrière le pouvoir rwandais Tutsi se trouvent les États-Unis, qui sont en soutien indirect ou direct en la faveur du Rwanda, de l'hégémonie rwandaise. Et il y a aussi d'autres acteurs africains de la région, de la sous-région des Grands Lacs, l'Ouganda, qui attaque également, qui est aussi derrière cette révolte appelée des Banyarwanda ou Banyamulenge. Il y a l'Ouganda, il y a la Tanzanie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et d'autres États africains qui sont directement ou indirectement impliqués dans cette guerre d'invasion du Zaïre, cette première guerre du Zaïre qui débute en mai 1996. Et donc, pour la communauté internationale, la légitimité de cette révolte de Banyarwanda ou Banyamulenge, la légitimité est avérée parce que la communauté internationale estime que c'est un conflit interne
au Congo, qui ne regarderait que les affaires du Congo. Et donc, l'ONU, la communauté internationale n'avait pas à se mêler des affaires internes d'un État souverain tel que le Congo, et en vertu du respect de la souveraineté des États, ils ont alors qualifié cette agression du Rwanda qui se camoufle derrière une révolte interne entre Congolais. Donc cette agression passe et le Rwanda parvient à agresser avec ses alliés que je viens de citer, parviennent à créer ce mouvement qu'on appelle mouvement de rébellion AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération. Ironiquement, parce que l'usage du mot démocratique supposerait que le mouvement AFDL, créé par le Rwanda, aurait été élu ou serait élu par suffrage universel ou via un référendum du peuple congolais. Or, le peuple zaïrois de l'époque n'a pas été consulté pour créer ce mouvement commandé par le Rwanda pour agresser le Zaïre. Même si le peuple zaïrois était en soif de transition démocratique, en soif de démocratie, jamais le peuple zaïrois n'a été consulté pour que le Rwanda crée en son nom un mouvement appelé démocratique de libération pour venir envahir le Zaïre de l'époque. Donc, l'AFDL est créé et le slogan, en tout cas, le slogan qui est prôné, guerre de libération, c'était juste pour des intérêts de propagande. Quoi qu'il en soit, la communauté internationale, par la dictate, il faut le dire, de la superpuissance mondiale, a décidé de considérer l'agression du Rwanda contre le Zaïre comme étant une guerre entre Congolais, comme je viens de dire. Et malheureusement, cette lecture tronquée de la réalité et imposée au monde entier a fait en sorte que le Rwanda ne puisse ne pas être condamné ni sanctionné par les institutions internationales. Ce qui revenait en fait ce qui revenait à dire au Rwanda ou à donner, à justifier pour d'autres cas futurs, en tout cas, ce qui revenait à dire au Rwanda, vous avez le permis d'agresser un autre État, chose qui est en totale violation avec la Charte des Nations Unies, notamment dans son chapitre 6, qui confère la primauté au principe de règlement pacifique des différends, et le chapitre 7 de la Charte de l'ONU relatif aux actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. Je vous renvoie vers la Charte de l'ONU dans son chapitre 6 et 7 pour voir les dispositions qui ont été votées par l'Assemblée générale des Nations unies et reconfirmées, en tout cas adoptées également par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est donc dans ce cadre-là que la guerre, l'invasion du Congo par l'AFDL commandée par le Rwanda a été autorisée. Donc l'AFDL fut constituée exactement le 18 octobre 1996 par le protocole d'accord de l'Émirat signé le 18 octobre 1996. Ce protocole d'accord est celui qui a en tout cas légitimé ou créé le mouvement AFDL dont les statuts ont été adoptés à Goma le 4 janvier 1997. L'AFDL prend le pouvoir à Kinshasa le 17 mai 1997 et son porte-parole fut désigné Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila va s'autoproclamer président de la République le même jour. Maître du jeu, le Rwanda maître du jeu, en tout cas, de cette invasion, occupation du Zaïre, du Congo-Zaïre, le Rwanda avait pris soin de faire nommer ses hommes de confiance à des postes clés, des ressortissants rwandais ou proches collaborateurs tutsis naturalisés congolais dont la détention de la nationalité congolaise reste à ce jour controversée. Par exemple, James Kabarebe, chef d'état-major,
Ce dernier, d'ailleurs, sa nationalité congolaise est controversée et contestée, car ce dernier a été en poste dans 3 pays différents. Il a été en poste en Ouganda en tant qu'Ougandais, au Rwanda en tant que Rwandais et au Congo en tant que Congolais, chose qui est impossible d'après la constitution rwandaise qui ne permet pas jusqu'à ce jour la détention d'une double nationalité. Donc, d'où la nationalité congolaise d'un James Kabarebe, ressortissant rwandais, à un poste clé, un poste régalien en République démocratique du Congo, était fortement critiqué. Il n'y avait pas que James Kabarebe, il y avait aussi Bizima Karaha, ministre des Affaires étrangères sous l'AFDL. Il y avait aussi Moïse Nyarugabo, qui fut secrétaire à la présidence de l'AFDL et puis secrétaire particulier de Laurent Désiré Kabila à partir de 1997, puis secrétaire général de l'Office des biens mal acquis, dont il devient président délégué général le 13 février 1997. Il en fut alors de même pour le commandement militaire dans la partie est de la RDC et ces mêmes, en tout cas, personnages ont alimenté des tensions et des altercations entre soldats non-Tutsis insoumis au commandement Tutsi et des soldats Tutsis insoumis à des commandements non-Tutsis. Cette guerre de 96 ne fut pas la première, cette guerre de 96, pardon, fut la première d'une grande campagne militaire qui devait continuer et qui continue jusqu'à ce jour. Et nous sommes en 2021 et cette guerre qui a débuté en 96 n'est toujours pas terminée jusqu'à ces jours. L'Est du Congo est toujours à feu et à sang sous des coups de balles, des guerres à basse intensité, comme on appelle, mais cette guerre n'est toujours pas terminée, comme vous pouvez le constater. Et donc, pour aller plus loin, dans notre introduction au rappel historique, comment l'AFDL a pu, en tout cas, la chute de l'entente au sein de l'AFDL, ou encore mieux, le désaccord entre le président Laurent Désiré Kabila et ses parrains. Cela a constitué notamment le tendon d'Achille de ce mouvement. Et c'est sans doute en pensant à ces divergences d'intérêts au sein de l'AFDL et au fameux accord de l'Éméra, ce fameux accord qui n'a jamais été rendu public, qui a été signé en marge de la création du mouvement AFDL, que Laurent, en tout cas le Mzé Laurent Désiré Kabila, à Lubumbashi, au lendemain de la prise de Kinshasa, aurait marmonné: gouverner sera plus dur que faire la guerre. La déception de ses parrains rwandais, et quand je dis parrains rwandais, il faut voir toujours derrière le Rwanda la déception des États-Unis, la déception des Ougandais, ne va pas tarder à se manifester, comme si Kagame demandait à Kabila de lui dire qui t'a fait roi. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas moi Kagame, si ce n'est pas nous, tes parrains. Donc voilà. Nous allons maintenant nous concentrer sur les événements de l'année 1998, qui est une des années charnières et qui marquera la RDC jusqu'à ce jour, l'année 1998. Je change de slide. Donc, le 25 mars 1998, après l'isolement de Kabila au sommet d'Entebbe, où le président américain Bill Clinton avait réuni les nouveaux leaders de l'Afrique, un sommet avait été convoqué le 16 mai 1998, 16 mai 1998, jour de commémoration de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa. Cette journée, ce sommet de Kinshasa du 16 mai avait été annulé suite aux pressions du Rwanda. Oui, Moïse? Ok, merci beaucoup pour encore l'apport de la parole. Je m'excuse, j'ai encore donc toute la partie ici qui parle
le parrain de Joseph Kabila au pouvoir. Je n'ai pas bien écouté, ma connexion s'est perturbée vraiment pendant ce moment-là. Mais il n'y a pas de problème. Comme c'est enregistré, vous pourrez alors réécouter la partie parce que j'ai continué à donner l'exposé. Donc, vous pourrez réécouter. Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez alors me revenir vers moi via WhatsApp ou par mail. Il n'y a pas de souci de mon côté. Okay. Pas de Merci souci. beaucoup. Donc, je disais, donc, le 25 mars 98, il y a le sommet d'Entebbe convoqué par le président américain Bill Clinton. Le 16 mai 98, c'est le jour de commémoration de l'entrée de l'AFD à Kinshasa et il y avait des manifestations également programmées, mais suite aux pressions du Rwanda, qui n'a pas voulu participer à ce jour de commémoration de l'entrée de l'AFD à Kinshasa, en tout cas, ces activités, ces festivités avaient été annulées parce que Kagame a justifié son absence en disant qu'il ne voudrait pas participer à ces commémoratifs, à ces festivités, en l'absence de Bizima Karaha. Mais en réalité, Paul Kagame avait vu d'un mauvais œil les alliances militaires que Kabila contractait avec d'autres pays comme le Congo-Brazzaville et le Centrafrique. Et Kabila voulait en tout cas se soustraire partiellement de l'influence rwandaise et ougandaise en attendant la signature d'un traité de non-agression entre les États qui avait été prévu au terme de la conférence qui devait avoir lieu le 16 mai 98. Et cette conférence, évidemment, n'a pas eu lieu. Donc, les querelles entre Laurent Désiré Kabila Lemzé et ses parrains vont se manifester par, en tout cas, la concentration des troupes militaires au Kivu à partir de mars 98 et la relève aussi, en tout cas la mise à pied, le renvoi, le licenciement, en tout cas la mise à pied du général rwandais James Kabarebe de ses fonctions à l'état-major congolais. Le 11 juillet, James Kabarebe sera révoqué, renvoyé le 11 juillet 98 sur ordre de Mzee Laurent Désiré Kabila. En effet, James Kabarebe est remplacé par le Congolais Célestin Kifwa, car selon en tout cas ce qui se disait à l'époque, ce qui a été en tout cas avancé à l'époque, James Kabarebe avait prévu un coup d'État le 30 juin 1998, mais ce coup d'État a été déjoué pacifiquement quelques minutes avant son exécution. Donc le coup d'État prévu par James Kabarebe n'avait pas, le 30 juin 1998 n'avait pas pu être exécuté. C'est pourquoi Laurent Désiré Kabila l'a renvoyé, démis de ses fonctions à l'état-major le 11 juillet 1998, soit 11 jours après sa tentative de coup d'État. Les coups d'État ne se terminent pas. Un autre coup d'État, une autre tentative, je voulais dire, de coup d'État aura lieu toujours dans l'année 98, la nuit du 24 au 25 juillet, soit 13 jours après la première, soit 13 jours après la mise à pied, le renvoi de James Kabarebe de ses fonctions à l'état-major. Donc, pour le Mzee Laurent Désiré Kabila, l'heure n'était plus du tout au dilemme, au tâtonnement. Il devait rapidement choisir pour se protéger. Il devait soit ou bien continuer à protéger, à défendre les intérêts de ses alliés rwandais en les maintenant dans des postes vitaux de l'État congolais, continue à respecter les accords de ce fameux protocole de l'Éméra, les accords de l'Éméra, qui sous-entendaient maintenir la RDC sous la tutelle du Rwanda et ainsi devoir assumer aux yeux du peuple congolais un discrédit. Et l'autre option qui se présentait au président Laurent Désiré Kabila était soit de choisir de sauver en tout cas son image aux yeux du peuple congolais en prenant le courage risqué de rompre avec la mainmise rwandaise. Le dilemme pour le nouveau président congolais était clair et Laurent Désiré Kabila a fait le choix de choisir de renoncer. En tout cas, il décide de mettre un terme à la tutelle
rwandaise sur le Congo et il fait savoir sa décision. Je change de slide. Il fait savoir sa décision lors d'un communiqué qu'il publie le 27 juillet 98. Donc 98 est vraiment une année charnière, une année importante pour notre pays. Dans ce communiqué du 27 juillet 98, il ordonne le renvoi de gré ou de force de tous les militaires rwandais qui sont présents au Congo, donc pas des civils rwandais, ni des ressortissants rwandais, mais le retour au Rwanda de tous les militaires rwandais, tout en remerciant le peuple rwandais pour sa solidarité, l'ayant aidé à accéder au pouvoir et à libérer la RDC d'un régime dictatorial, celui de Mobutu. Mais dans ce même communiqué du 27 juillet, Laurent Désiré Kabila remercie également le peuple congolais pour sa grandeur d'âme, sa tolérance, l'hébergement et l'encadrement des soldats étrangers durant leur séjour au Congo-Zaïre. Mais les militaires rwandais refusèrent de rentrer chez eux et multiplièrent alors les exactions et les violations de droits humains contre les populations congolaises. Le peuple congolais était à cette époque régulièrement humilié sur la place publique par ces militaires rwandais, une situation qui n'était plus tolérable. Alors, le gouvernement de Kinshasa était obligé de prendre une deuxième mesure, une deuxième décision pour contraindre les militaires rwandais de quitter le sol congolais parce que la décision du 27 juillet avait été refusée. Les militaires ont refusé de quitter le pays. Donc, le 29 juillet, une deuxième décision, un deuxième communiqué est publié, 29 juillet 98, où le président Laurent Désiré Kabila appelle la population congolaise, la population quinoise à aider, à se mobiliser et à aider en tout cas notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, à chasser les Rwandais de notre pays, de notre territoire. Et on a tous entendu, en tout cas, on a tous entendu à la radio et à la télé le fameux discours d'Abdoulaye Yerodia Ndombassi, qui fut directeur de cabinet du président Laurent Désiré Kabila, qui appelle les Congolais à se débarrasser des militaires rwandais. Mais le peuple congolais, abusé et épuisé moralement par toutes ces humiliations et violations de leurs droits par des militaires étrangers, le peuple congolais va devenir incontrôlable dans leur zèle à vouloir se débarrasser de ces militaires rwandais et la situation va vite dégénérer. L'ordre de chasser les militaires rwandais se transforme alors en une chasse à l'homme contre tous ceux qui ressemblaient aux Rwandais, aux militaires ou civils, tous étaient pourchassés. Ce qui était évidemment pas l'objectif de l'ordre donné par Laurent Désiré Kabila. Et donc, le 2 août, en représailles, la réaction rwandaise ne se fera pas tarder. Le 2 août 98, des affrontements vont se faire entendre, vont être déclenchés simultanément à Kinshasa, à Kisangani, à Kindu et au Kivu, ce qui correspond dans le jargon militaire à une guerre éclair de son appellation en allemand, une guerre éclair, le Blitzkrieg. Cette guerre éclair est soutenue par une opération aéroportée à Kitona le 14 août 98 et des opérations terrestres en même temps de manière simultanée. C'est pour ça qu'on a appelé ça une guerre éclair sur deux espaces simultanés, l'air et une attaque au sol et dans différentes villes en même temps, au même moment, de manière coordonnée. Et à la tête de cette opération, cette deuxième guerre qu'on appellera la deuxième guerre du Congo, la deuxième grande guerre du Congo, à la tête en tout cas de cette attaque, on aura Bizi Makaraha, Deo Bugera, Moïse Nyarugabo et autres ressortissants rwandais qui sont d'abord allés se concerter à Kigali pour revenir et attaquer
le pays à partir de Goma. Pour justifier justement leur attaque, Bizima, Nyarugabo et Bouguera vont déclarer que Kabila, Laurent Désiré Kabila, n'aurait pas respecté les dispositifs de leur accord, de ces fameux accords de l'Éméra. Mais malheureusement pour ces ressortissants rwandais, pour le Rwanda, cette guerre éclair n'a pas eu le succès escompté, donc le plan initial a échoué et suite à l'échec, la guerre va s'enliser et de cette guerre va émerger d'autres groupes de rébellion comme le groupe de rébellion qui est créé le 12 août 98 du nom de RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Quand on entend le mot démocratie, il faut toujours se poser la question de si le peuple congolais a été consulté, a approuvé ou élu ce mouvement de pouvoir agir en son nom. Donc, mais le RCD veut dire Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Et le 30 septembre 98 de la même année, donc, un autre mouvement est créé parce que le RCD est aux commandes et en tout cas travaille dans les intérêts du Rwanda, et l'autre mouvement qui est créé le 30 septembre 98 travaille pour les intérêts de l'Ouganda. Ce mouvement est le mouvement MLC, le mouvement de libération du Congo, créé le 30 septembre 98, comme je viens de dire. Oui, Moïse? Ok, j'ai changé de suivre vraiment avec beaucoup plus d'attention. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Oui, parfaitement. J'aimerais demander, j'aimerais poser une question et de savoir si vous pouvez savoir la cause de pourquoi, quand je vois James Kabarebe et chef d'état-major de l'armée de Kabila, comment Musée a parvenu à nommer ses ennemis, quoi. Que lui, il connaissait comme ses ennemis, et même malgré tout, juste le départ, en des postes clés dans la République. Ben, il faut comprendre qu'au départ, ces hommes, ces ressortissants rwandais, James Kabarebe et ses amis, ne sont pas les ennemis de Musée au départ. Parce que c'est eux qui vont venir auprès de Musée et lui proposer justement d'être le porte-parole du mouvement qu'ils vont créer, ce mouvement AFDL. Et Musée va signer avec eux ce fameux accord de l'Éméra. Et dans les dispositifs, en tout cas de ce qu'on comprend de ces accords, il était prévu qu'à la prise de Kinshasa, quand le régime de Mobutu sera renversé et qu'ils allaient occuper le Congo-Zaïre, que les postes clés, en tout cas les postes vitaux de ce pays, seront donnés en signe de remerciement, en signe de butin de guerre, seront donnés à des ressortissants rwandais. Donc, Nzé a signé ces accords. Par la suite, nous savons qu'il a en tout cas cherché à se défaire de ces accords et à se soustraire de la mainmise rwandaise, mais cette tentative de vouloir se soustraire de l'hégémonie rwandaise, de la tutelle du Rwanda, de l'occupation rwandaise, va lui coûter la vie, comme on le verra plus loin. Mais pour aujourd'hui, je veux m'arrêter là parce que le temps, malheureusement, avec la demi-heure que nous avons perdue pendant les problèmes de connexion, je ne saurais pas aller plus loin étant donné que chez vous, il fait déjà nuit tard. Je vais poursuivre, terminer en tout cas cette petite partie d'introduction. Je ne sais pas si vous me permettez de terminer parce que je vois que je suis à la fin de cette partie historique, d'introduction, de synthèse historique. Est-ce que je peux en tout cas continuer cette partie 5 ou 10 minutes? Oui, oui, vous avez vraiment l'autorisation de continuer 5 ou 10 minutes. Et je pense par rapport au problème de connexion, on a déjà trouvé une autre solution que je vais vous faire part après juste votre
Après avoir chuté l'introduction, oui. Ok, ben je vais vite rapidement clôturer parce que comme ça, la prochaine fois, on peut directement démarrer avec l'ancrage de la phase, en tout cas l'ancrage des bases théoriques pour la compréhension de ce séminaire et afin de répondre en tout cas à nos questionnements. Donc, comme pour la guerre qui a débuté le 2 août 98, la deuxième guerre du Congo, il n'y avait eu ni vainqueur ni vaincu. Les négociations ont donc été, en tout cas, la négociation a été vue en tout cas comme la seule voie de sortie pour sortir de cette crise. Et donc, le processus de règlement pacifique a commencé avec la première signature le 10 juillet 98, la première signature qu'on appelle l'accord de Lusaka. Cette signature, cet accord, c'est pour un cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'accord, en tout cas, les gens qui ont pris part aux négociations qui ont eu lieu en 99 à Lusaka pour un cessez-le-feu. Donc, je pense que vous reconnaissez certaines têtes, hein, certaines personnalités comme Azarias Rouberois pour le camp du RCD. Ici, vous avez Bouguera sur la photo. Vous avez ici Moïse Nyarugabo, Vital Kamerhe, Museveni, Paul Kagame et Nzé Kabila. Il y a aussi Antipas. Antipas aussi, exactement. Voilà. Bon, les têtes derrière, je ne distingue pas tout, mais voilà. Ce sont les personnalités, en tout cas, qui ont pris part aux accords, aux négociations de Lusaka et à l'accord qui a été signé le 10 juillet 1999. Et les principaux États impliqués signataires de cet accord sont l'Angola, la RDC, notre pays, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, et des États témoins qui étaient là en qualité de témoins, d'observateurs. On avait la Zambie, l'Organisation de l'Union africaine, l'OUA, on avait l'ONU, des représentants de l'ONU, des représentants de la SADC. Il y avait également des représentants du mouvement MLC de Jean-Pierre Bemba et des représentants du mouvement de RCD Goma. Ils étaient à près de 52 représentants pour le RCD qui représentait les intérêts rwandais en RDC et le MLC, les intérêts ougandais en RDC. Alors que l'Ouganda a aussi, de manière individuelle, le Rwanda et aussi également signé. Donc, le MLC va signer cet accord le 1er août et le RCD le 31 août 1999. À la suite de ces accords de Lusaka, un dialogue intercongolais va prendre place, va s'ouvrir le 22 février 2002, à la suite de l'assassinat en janvier de l'année dernière, 17 janvier 2001, à la suite de l'assassinat de LDK, de Laurent Désiré Kabila. Ce dialogue va déboucher sur l'acte global et inclusif du 17 décembre 2002 et la constitution de la transition qui a lieu le 4 avril 2003 pour gérer le partage du pouvoir jusqu'à la tenue d'élections démocratiques en 2006. Mais malgré ces accords et ces dialogues, la guerre aura continué sur des formes répétitives de ratissage ou défensives contre des groupes armés plus ou moins organisés, comme en témoignent, nous le savons, les opérations Rudia, Umojawetu, Amanileo, Ruwenzori, Ituru, Umbela, etc. Toutes ces opérations ont témoigné que la guerre contre le Congo-Zaïre n'a jamais pris fin jusqu'à ce jour et elle continue à une basse intensité. Donc, en conclusion, pour aujourd'hui, on comprend ici que le contexte inspirateur qui transparaît
rappelle deux constats principaux. Premièrement, la complexité de la guerre au Congo-Zaïre et le besoin d'une paix dont l'horizon s'éloigne toujours chaque fois qu'il paraît proche. La complexité du phénomène de guerre au Congo-Zaïre depuis 2006 se traduit par le nombre d'acteurs publics ou privés impliqués, faisant d'elle la plus grande guerre d'Afrique, ainsi que l'imbrication d'enjeux aussi multiples que les dizaines de petits conflits qui opposent les acteurs pris deux par deux. Donc les guerres prises deux par deux de manière individuelle par groupe. L'ampleur donc de cette guerre ou de ces guerres apparut à maintes égards comme la grande messe des conflits de la région, a justifié un des plus grands déploiements onusiens en termes d'effectifs et de budget. Au 30 avril 2010, avant son changement, le 1er juillet 2010, en MONUSCO, avant le déploiement de l'ONU, la MONUSCO s'appelait en tout cas jusqu'au 1er juillet 2010 la MONUC. La MONUC était une des plus importantes, en tout cas un des plus grands déploiements onusiens en termes d'effectifs et de budget. Tout en restant, malgré ce grand chiffre en termes de budget d'effectifs, reste quand même un des plus petits en termes de densité. Car pour un conflit à titre comparatif, comme le dit en tout cas le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui était en tout cas William Swing à l'époque, le représentant en RDC du secrétaire général William Swing, souligne à l'époque que par rapport à la grandeur du pays, cette mission était en effet la plus petite mission de maintien de paix au monde. Car même nombre de casques bleus déployés en RDC, ce même nombre a été également déployé pour le conflit en Sierra Leone, alors que la Sierra Leone est un pays 24 fois plus petit que la RDC. Alors, c'est par cette étude comparative, par cette comparaison, qu'on se rend compte en fait que l'effectif des casques bleus déployés en RDC n'est pas le plus important au monde quand on regarde en termes de densité pour un pays donné. La Sierra Leone a bénéficié du même nombre alors que ce pays est 24 fois plus petit que le nôtre. Donc, c'est absolument la mission la plus petite de maintien de la paix au monde. Ce qui fait que jusqu'à ce jour, plus de 20 ans, cette mission n'a servi à peu de choses. Malheureusement, son bilan a été négatif et ses résultats ressentis à des échelles réduites, voire à des échelles signifiantes. Donc, l'analyse, en tout cas, qui a été faite, en tout cas, dans cette synthèse, dans ce résumé du contexte de la guerre qui embrase le Congo-Zaïre en 1996, il faut prendre en compte l'environnement géographique du Congo et des autres États. La plupart des pays voisins directs de la RDC qui sont impliqués, comme le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, le Burundi, sont eux aussi, au niveau interne dans leur propre pays, sont eux aussi confrontés à des instabilités internes, ce qui a compliqué davantage la grande guerre du Congo de 96 et 98, ce qui a aggravé, exacerbé cette guerre parce que les conflits de nos pays voisins en interne étaient aussi des conflits importants. Et donc, ce qui fait que cette zone, en tout cas la zone de la sous-région des Grands Lacs, est une zone d'instabilité chronique allant de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire sur l'océan Indien,
à l'Angola et au Congo-Brazzaville, et jusqu'au Congo-Brazzaville en passant par l'océan Atlantique, et où se réfugient lors d'une guerre dans un pays, les militaires ou les civils vont se réfugier dans l'autre, vont créer de l'instabilité là-bas, vont retourner dans l'autre pays, créer de l'instabilité là-bas, ce qui fera de cette région-là un diagonal fou, le triangle de la mort, ou un diagonal, une région infernale et invivable à cause des instabilités internes et régionales qu'on peut localiser dans cette région, dans cette sous-région des Grands Lacs. Donc, le territoire congolais est devenu malheureusement à partir de 98 le sanctuaire des rébellions étrangères, Soudan, Centrafrique, Burundi, Rwandais, Angolais, toutes les rébellions viennent créer leur base en République démocratique du Congo parce que malheureusement, l'État central congolais ne contrôle pas tout son territoire, a perdu depuis longtemps, depuis la chute de Mobutu, a perdu le contrôle sur l'entièreté du territoire, ce qui fait que aux frontières sur nos différentes frontières, plusieurs territoires sont incontrôlés, restent hors de contrôle du pouvoir central. Et ce qui fait en sorte que le potentiel de paix en République démocratique du Congo reste précaire, malgré les accords, malgré les dialogues, malgré le déploiement de l'ONU avec ses casques bleus. Le potentiel de paix en République démocratique du Congo avec cette configuration géographique, historique, politique reste très précaire et instable. Il y a eu plusieurs accords, il n'y a pas eu que Lusaka, il y a eu l'opération Artemis qui a été entreprise, soutenue par l'Union européenne, l'accord global et inclusif suite au dialogue intercongolais dont j'ai fait mention, les élections, la conférence de Goma, le programme Amani, les mécanismes conjoints, plusieurs efforts de paix en contexte post-guerre ont été mobilisés pour aider, en tout cas, la RDC à sortir de ce cycle infernal des guerres à répétition, basse intensité ou autres formes de guerre. Mais jusqu'à présent, les groupes armés continuent de pousser, de germer, de fleurir, les milices, tantôt pour défendre des groupes linguistiques, notamment pour défendre des groupes des Kinyarwandophones, qui sont des groupes ethniques qui germent et qui naissent tous les jours, par exemple au Nord Kivu. Et notamment, un des rapports de l'ONU avait pointé du doigt un des gouverneurs du Nord Kivu, qui était Eugène Serufuli, qui avait été pointé du doigt pour son soutien, en tout cas, à ces groupes armés entre juillet 2000 et février 2007. Car ce gouverneur a été pointé du doigt comme travaillant, comme aidant, en tout cas, les groupes armés qui œuvraient, ces groupes armés kinyarwandophones, qui œuvraient, qui sévissaient et qui causaient des massacres au Nord Kivu. Et donc, de cette manière, la guerre a été instaurée, s'est installée durablement, s'est enracinée profondément en République démocratique du Congo, notamment, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Donc voilà, je voulais un peu mettre sur carte aujourd'hui, via cette synthèse historique, ce petit résumé historique, le contexte de l'installation de la guerre au Congo-Zaïre, parce que, comme nous le savons, avant 96, il n'y avait pas de guerre au Congo, même s'il y avait des troubles, des revendications internes, mais la guerre comme telle n'était pas présente. Donc, il fallait, illustrer, représenter et expliquer comment la guerre a été
a été déclenchée, a été introduite, s'est enracinée au Congo-Zaïre avant de pouvoir poursuivre dans notre recherche de compréhension de ce qu'on appelle les facteurs, les déterminants de la guerre et de la paix en République démocratique du Congo. Ça, c'était la fin de cette séance qui se voulait être une synthèse tout simplement historique, un résumé rapide du contexte de la guerre qui a embrasé le Congo-Zaïre. La séance 3, nous allons rentrer dans le vif du sujet et jeter l'encre pour pouvoir poser nos bases théoriques au sujet du potentiel de la paix dans un pays en général et plus précisément en lien avec notre cas d'étude qui est la République démocratique du Congo. J'en ai fini avec mon exposé. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de pouvoir clôturer. Oui, merci beaucoup pour l'exposé, maman. Et moi, j'ai une question et qui voudrait revenir sur... donc, j'aimerais dire que Mosé Laurent Désiré Kabila n'était que bouc émissaire de la rébellion AFDEL. Donc, ce n'était pas lui le vrai fondateur. Donc, on lui a utilisé juste pour chapeauter l'union de la rébellion pour dire que ça vient des Congolais. Mais donc, on peut dire que la rébellion vient vraiment de l'extérieur de notre pays. Oui, ben oui, tout à fait. La rébellion vient de l'extérieur de notre pays. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans l'introduction, le Rwanda a envoyé plusieurs avertissements, menaces directes contre le Zaïre vers Mobutu en disant clairement que si Mobutu ne faisait pas en sorte de désarmer en tout cas les militaires rwandais Hutus, les Interamwe, qui avaient pris refuge à l'est du Congo, juste à la frontière du Rwanda, et qui se préparaient, en tout cas d'après Kagame, à revenir au Rwanda pour reprendre le pouvoir qu'il venait de perdre. Kagame a en tout cas envoyé plusieurs avertissements vers Mobutu pour exiger qu'il désarme ces militaires Hutus, les Interamwe, et à la suite de ces avertissements, il a été clair, il fallait que le Rwanda trouve le moyen de rentrer au Zaïre sans pour autant se mettre la communauté internationale, toute la communauté internationale à dos. Et donc, le meilleur moyen était de se cacher derrière, de trouver le prétexte de se cacher derrière ce mouvement qui serait, en tout cas vu de l'extérieur, comme un mouvement des Congolais eux-mêmes, d'où ils sont, après avoir organisé la création de l'AFDL, ils ont été chercher Laurent Désiré Kabila pour lui expliquer leur projet. Je pense que lui-même aussi, je pense qu'il a été, on ne lui a pas dit en tout cas toutes les motivations économiques et politiques. Le Rwanda ne lui a pas exposé toutes leurs motivations, mais il a été clair quand Kabila nomme James Kabarebe, Bizima et Karega et autres à des postes vitaux, à des postes régaliens, à des fonctions régaliennes de l'État congolais. Il a été clair que le fameux accord de l'Émirat devait stipuler qu'on cède, qu'on mette des ressortissants rwandais à ces postes clés, chose qui est impensable pour un pays qui dit s'être libéré d'aller nommer des ressortissants étrangers à des postes régaliens qui sont normalement exclusivement réservés aux nationaux, aux locaux. Et il est impensable, sauf en cas d'occupation d'un pays, de voir des ressortissants étrangers occuper des postes aussi importants et vitaux d'un État. Donc, pour ma part, la lecture qu'on peut faire est que les accords, ces fameux accords de l'Émirat, étaient plus ou moins clairs pour Kabila et c'est pour ça qu'il a nommé ces ressortissants clairement rwandais à ces postes vitaux, à ces postes clés, les finances, l'état-major
et autres postes importants, vitaux pour le pays. Et donc, il a, en tout cas, on peut lui reconnaître, eu le réflexe, même si celui-là lui a coûté la vie, de vouloir se débarrasser de cette opprobre en cherchant justement à redonner aux Congolais le contrôle de ces postes vitaux, de ces fonctions régaliennes, à repositionner les Congolais dans leurs droits, à, à rendre la dignité au peuple congolais, parce que ça c'est un avis personnel, dans son fort intérieur, il a toujours été un nationaliste. Il a malheureusement accepté une proposition qu'il n'aurait pas dû accepter. Et cette proposition, en tout cas, il n'a pas mesuré l'ampleur et la dangerosité de cette proposition pour lui et pour son pays, la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup, maman, pour cette réponse satisfaisante. Je suis satisfaite avec la réponse. Merci beaucoup. Pour l'internet. Je ne vous entends plus, hein? Qui n'est pas du tout facile dans notre région. Oui, je comprends, et pas de problème. Vous aviez posé une question parce que le son a été coupé à cause de la mauvaise connexion. Si vous n'avez pas de question, on va clôturer ici. Si vous avez une question, je suis en tout cas disposée à répondre à votre question. Donc, je vais clôturer ici le partage de mon écran et mettre fin à la séance 2. Et on se retrouve la semaine prochaine, déjà dimanche. Mais comme le coordinateur Moïse, le coordinateur de l'ASBL et visionnaire Butembo au Nord Kivu l'a spécifié, pour des soucis de connexion, la prochaine séance, la troisième séance aura lieu non plus à 17h heure de Paris, mais à 13h heure de Paris. Je ne sais pas si cette heure correspond exactement à Butembo, mais elle sera en tout cas programmée à 13h pour dimanche prochain au lieu de 17h, chose qui est un peu tardive et qui causerait des problèmes de connexion. Voilà. Moïse, vous avez une question? Oui, Moïse, je vous écoute. Moïse, on vous écoute, hein? Oui. Je voulais dire que nous avons trouvé une salle. Oui, je disais que nous avons déjà trouvé une salle équipée du Coura où on va chaque fois se mettre pour suivre la formation très bien. On va arranger la formation, donc les temps de la connexion, comme la connexion perturbe qu'à chacun presque en sous-millier. On s'est dit qu'on va chaque fois se mettre dans une salle, chacun avec son portable devant lui, et puis on va chaque fois chercher une bonne connexion Wi-Fi pour suivre la formation. Alors, quant à cela, et on va voir concernant les temps, mais nous, on était en train de vouloir proposer 10 heures de Paris, si ça peut aller. Bon, vous avez proposé 3 heures, mais on va voir. Non, mais il n'y a pas de problème pour 10 heures, je n'ai pas de souci non plus. Hein. Ok, donc sinon, on va prendre 10 heures de Paris. On n'a pas voulu commencer aujourd'hui comme on ne peut pas directement vite changer le programme, mais comme encore nous avons une semaine pour le dimanche prochain, j'espère que je sais que nous allons faire des slides et pour les communiquer. Et pour notre organisation, tous les membres donc, seront déjà disponibles, comme on sera dans une salle pour garantir la bonne connexion pour tout le monde, pour qu'on ne puisse pas avoir ces failles qui nous ont beaucoup pénalisés pendant beaucoup de séances. Et aussi dit que cette fois-ci, pour les dimanches prochains, pour bien suivre jusqu'au mois de décembre, on sera toujours dans une salle. Soit on cherche même l'écran projecteur pour ceux qui n'auront pas des tablettes, mais ceux qui ont des tablettes peuvent se mettre devant leur tablette et d'autres suivre sur
Et l'écran projecteur, c'est cette matière jusqu'à la fin de la formation. Ok, parfait. Merci pour l'organisation. On se dit alors à dimanche prochain à 10 heures. Oui. Ok, bonne fin de journée alors, hein. Et bonne soirée, maman. Nous sommes très contents, nous sommes très reconnaissants. Et merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui. Merci à vous et au plaisir, hein. À dimanche prochain.